Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition un petit peu spéciale de Looking for Rugby. Édition spéciale à plusieurs titres en effet. Vous devez savoir que lorsque l'on prépare nos émissions, on s'y prend quand même plusieurs semaines à l'avance, c'est toujours un petit peu prévu. Et ce coup-ci, ça t'est un petit peu improvisé quand même, c'était improvisé, j'y ai pensé personnellement jeudi, voilà, à faire cette émission un petit peu spéciale. Et du coup, cette édition est encore un peu plus spéciale puisque mon comparse Hagen de la régie est absent du coup et je réalise cette émission tout seul. Pourquoi est-il absent? Eh bien voilà, vous devez savoir qu'avec notre comparse Tilicum, qui nous accompagne de temps en temps, ils ont été frappés par un terrible mal, cette épidémie qui ravage la planète entière depuis maintenant le début de l'année. Il s'agit bien sûr d'Hearthstone. Mais venons-en au thème de notre émission. Cette émission spéciale sera consacrée à la Challenge Cup. Car une question se pose et reste en suspens, à quoi sert la Challenge Cup? Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas forcément, de quoi parle-t-on exactement? La Challenge Cup est une compétition de rugby professionnelle européenne. Il ne faut pas la confondre avec la Champions Cup, European Rugby Champions Cup, qui elle est la grande coupe d'Europe qui se veut l'équivalent de la Ligue des Champions dans le rugby, si vous voulez. Pour être qualifié dans cette grande compétition qui oppose 20 clubs européens, il faut finir dans les premiers de son championnat. Lesquels sont le top 14 pour la France, l'Aviva Premier Chip pour l'Angleterre et la Ligue Celt pour l'Italie, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse, puisque la Ligue Celt englobe des provinces, des franchises, ce ne sont pas des équipes, ce sont plutôt des sélections provinciales. Dans ce championnat de Ligue Celt, voilà, qui est un championnat sans relégation, mais ça on y reviendra. Donc voilà, il faut finir dans les premiers. Les 4 premiers pour la Ligue Celt, les 4 premiers pour le championnat d'Angleterre et les 6 premiers pour le top 14, le championnat de France, notre championnat de France qui donne lieu au Bouclier de Brennus au mois de juin. Ça, c'est un autre débat, mais c'était pour la précision. Alors si vous comptez bien, ça fait pas tout à fait 20 équipes. Alors il y a des barrages qualificatifs pour se qualifier dedans, mais voilà, il y a une technique pour que ça tombe bien juste sur 20 équipes. Les équipes qui ne sont pas qualifiées pour ce championnat d'Europe, ce grand championnat d'Europe, vont jouer cette fameuse Challenge Cup. Donc vous l'aurez compris, les équipes qualifiées en Challenge Cup n'ont pas cherché à être qualifiées en Challenge Cup. Elles sont qualifiées en Challenge Cup parce qu'elles ne sont pas qualifiées en Champions Cup. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, c'est un peu la consolante quelque part, voilà, ça fait des matchs en plus, ça fait des matchs à jouer pour ces équipes professionnelles, voilà, lors des journées européennes, lorsque les équipes qualifiées en Champions Cup jouent la Champions Cup. Décidément, je me répète beaucoup. Ces autres équipes, mal classées, moins bien classées l'année d'avant, vont jouer la Challenge Cup. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ici? C'est parce qu'il y a quand même quelques petits problèmes avec cela. Lesquels sont-ils? Eh bien, on va vous en parler tout de suite. Tout d'abord, une absence d'intérêt et d'enjeux sportifs. Comme je viens de vous le dire, pardon, pour se qualifier en Champions Cup, le grand trophée, le trophée le plus prestigieux du continent européen pour un club, il faut finir dans les premiers. Mais il y a encore un an, il y avait ce qu'on appelait l'Amlin Challenge Cup, qui était équivalent de la Champions Cup actuelle, et la H-Cup était à l'époque l'équivalent de la Champions Cup. Je ne sais pas si vous suivez, c'est pas forcément facile. Rien n'est fait pour que ce soit facile à suivre d'ailleurs, mais ça on y reviendra. Le vainqueur de cette Challenge Cup antique, préhistorique pourrait-on dire, était qualifié pour la Grande Coupe d'Europe pour l'année suivante. Ça a disparu. Avec ce changement de format de coupe, c'est terminé. Maintenant, si vous gagnez la Challenge Cup, vous gagnez le droit de participer au barrage qualificatif pour les dernières places de Champions Cup. Bon, déjà,
On est quand même sur des échéances de plus d'1 an, voire 2 ans si on cumule les 2 saisons qui sont concernées. Si la saison où vous vous qualifiez, la saison où vous serez qualifié, c'est quand même du très très long terme. Là, on est quand même dans des logiques de temps qui sont assez différentes de ceux dont on a l'habitude dans les championnats nationaux. Pas de qualification directe donc. C'est quand même un petit moins quand même, hein. Ça manque de sel, il n'y a pas grand chose du coup à gagner. C'est quand même très incertain de pouvoir tirer un résultat positif de cette compétition. Ensuite, nous avons les conflits avec les enjeux des clubs concernés. Donc, comme je viens de vous le dire, les clubs concernés par cette Challenge Cup sont les clubs plutôt du milieu, voire du bas de tableau, y compris donc les promus dans les championnats, le championnat d'Angleterre et le championnat de France, dans lequel il y en a un seul en championnat d'Angleterre. Cette année, ce sont les London Welsh, dans lequel joue Piriwipu, un joueur pour lequel ici nous avons une certaine admiration, il faut le dire. Et en France, donc il y en a 2, tout à fait. Donc les 2 promus de cette année étant La Rochelle, voilà, l'équipe chère à Jean-Pierre Elissalde, ainsi que... Pourquoi ça ne revient pas? La Rochelle. Allez. C'est pas Oyonnax, c'est pas Grenoble, c'est pas Brive. C'est Lyon. Lyon et La Rochelle, les 2 promus de cette année. Voilà, pour le championnat de France, qui était en Pro D2 l'an dernier, qui sont passés en top 14, en première division professionnelle cette année. Qui vont donc jouer une Coupe d'Europe. Donc vous étiez en 2e division l'an dernier, et là vous jouez la Coupe d'Europe cette année. Il peut y avoir un certain décalage, surtout pour des équipes dont l'un principal enjeu sportif est le maintien tout de même, dans l'élite. Donc voilà, on a un petit peu des choses comme ça. Donc qu'est-ce que ça entraîne tout ça? On a de la gestion d'effectifs. Gestion d'effectifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin de vos meilleurs joueurs pour rester en top 14, par exemple. Si on prend l'exemple franco-français du top 14. Vous avez besoin de vos meilleurs joueurs. Donc vous n'allez pas risquer de les blesser ou de les fatiguer en jouant la Challenge Cup. Vous allez donc mettre des équipes bis, des espoirs, des jeunes, ce que vous voulez. Et vous allez prendre probablement des trempes ou que sais-je encore. Mais toujours est-il que vous allez faire barrage, vous allez faire l'impasse. Vous allez ne pas réellement jouer sincèrement cette compétition, malgré de possibles sanctions. L'an dernier, on se souvient que Landreau, le coach de Grenoble, avait été sanctionné parce qu'il n'avait pas aligné sa meilleure équipe. Mais ça devient tellement courant que globalement, les coachs sont peu menacés, les clubs sont peu menacés, ce sont des amendes qui sont récoltées à cette occasion, sont peu menacés par ce genre de sanctions. Ça arrive très très rarement. Franchement, c'est très rare, c'est très très rare. Ensuite, on a des problèmes d'iniquité sportive. Donc en France, vous avez une double relégation. À la fin de l'année, 2 clubs vont repartir en division inférieure. Un seul en Premiership, en championnat d'Angleterre, qui est un championnat à 12 clubs. Je ne pense pas vous l'avoir dit, donc je le précise, c'est un championnat à 12 clubs, mais il y a un seul club qui est relégué. Ce qui fait que donc du coup, il y a une dimension un peu différente dans cette peur, entre guillemets, de la relégation. Mais par contre, en Ligue 7, il n'y a pas de relégation. C'est-à-dire que vous pouvez finir dernier, ça n'a aucune importance. L'année prochaine, vous êtes sûr de jouer votre championnat. Donc du coup, eux, ils peuvent y aller. Hein. Ils peuvent se faire éclater la figure en championnat et jouer parfaitement la Link Cup. Bon, sans conséquence. Alors par contre, un coach, il va hésiter à mettre ses meilleurs éléments dans cette Challenge Cup qui n'amène à pas grand-chose au final, pour finir la saison avec des joueurs épuisés ou blessés qui peuvent compromettre le maintien de l'équipe dans l'élite et donc entraîner une possible relégation. Ce serait quand même dommage, mais voilà, c'est un enjeu, une particularité du championnat de France qui est quand même à prendre en compte et que dont les coachs et les présidents et les joueurs eux-mêmes sont obligés de tenir compte. Ensuite, il y a ce problème qui se pose quand on parle parfois de ne plus jouer de cette manière-là la Challenge Cup, c'est l'égalité sportive dans le championnat. Vous avez une équipe qui joue à la Grande Coupe d'Europe, ces joueurs vont jouer. Si pendant ce temps-là, une équipe ne joue pas, on va nous sortir, sans piternant, parce qu'il faut toujours des excuses pour expliquer tout et n'importe quoi dans ce sport, vous pouvez avoir une équipe qui ne joue pas. Alors, la semaine suivante, les 2 équipes se rencontrent, une équipe n'a pas joué et est donc supposée fraîche, et une équipe a joué la semaine d'avant est supposée fatiguée, usée, utilisez le mot que vous voulez. Donc du coup, il y aurait une inéquité sportive à ce niveau-là. Alors ça, je suis désolé, mais pour moi, c'est un faux problème. C'est un faux problème simplement parce que quand un joueur ou une équipe joue, on va dire qu'il va manquer de fraîcheur.
Et quand il ne joue pas, on va dire qu'il manque de rythme. Donc tout ça, c'est des excuses. Des excuses pour dire, voilà, on a perdu, donc il faut trouver une excuse. Donc ça, je suis désolé, messieurs les coachs et messieurs les joueurs, ça peut pas marcher, quoi. Ça c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la récupération et le manque de rythme. Ensuite, on a quand même le désintérêt du public. Alors, je parlais des London Welsh tout à l'heure avec Pierre Wipou, donc qui ont joué jeudi dans leur stade contre l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union Bordeaux-Bègles qui avait largement perdu la semaine dernière parce qu'ils avaient laissé reposer leur cadre, avait mis beaucoup de joueurs cadres comme leur demi d'ouverture Pierre Bernard par exemple, hein, ou leur capitaine Hugh Chalmers, australien, titulaire dans ce match. Franchement, les images du stade, c'était navrant, quoi. Il y avait peut-être 200 personnes dans le stade, quoi. Un stade énorme, peut-être un stade de 15 000 places, avec 200 personnes dedans, c'est ridicule. Les gens s'en foutent. Donc, on a une compétition, les coachs s'en foutent, les présidents s'en foutent, les joueurs s'en foutent, il ne faut pas dire le contraire, le public s'en fout, et les médias s'en foutent aussi, parce que c'est toujours sur les chaînes bis que c'est relégué. Les articles sont ridicules quand il y en a ou minuscules. Voilà, globalement, pour vous donner une idée, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais sur le site Rugbyrama, qui sert entre guillemets de maître étalon de la chose, vous allez avoir un match de H-Cup, vous allez avoir, concernant un club français, vous allez avoir 2 articles faciles, voire 3, voire 4. Toutes les rencontres de Challenge Cup sont dans un seul article. Voilà. Donc ils expédient la chose vite fait, histoire qu'on comprenne bien que on s'en fout. On s'en fout de la Challenge Cup. De toute façon, ça n'apporte rien au final. Il n'y a que des jeunes qui jouent. Et même quand les équipes la jouent sérieusement, bon, vous savez, hein, ma bonne dame, c'est quand même pas un drame. C'est quand même pas très important tout ça. Donc voilà, une grosse désaffection du public. Et ça entraîne une conséquence importante quand même. Et ça, c'est au niveau médiatique. C'est ce que j'appellerais la dilution des audiences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 20 équipes qui jouent la Champions Cup. Donc vous avez 10 matchs les semaines où il y a des rencontres européennes. Mais vous avez aussi 10 matchs de Challenge Cup, ce qui fait 20 matchs en tout. Et il y a donc un morcellement, un éparpillement de l'audimat et de l'intérêt. Ce qui fait que du coup, la grande Coupe d'Europe, qui devrait être une compétition ultra suivie comme la Champions League en football, ne l'est pas tant que ça finalement. Il n'y a que les supporters des clubs concernés qui s'y intéressent. La moitié des supporters ne sont pas concernés, ils ont leurs équipes qui jouent leurs matchs à eux. Voilà. Des matchs forcément palpitants, pas forcément télévisés d'ailleurs. On a par exemple Paris qui a été joué hier à Bucarest sur un terrain 50% boue, 50% neige. Là aussi, on pourra en parler aussi de ces conditions-là de jeu, mais c'est un autre débat que voilà. Mais voilà, c'est le petit souci. Voilà, on a 20 matchs étalés entre le jeudi et le dimanche. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. 20 matchs, c'est gigantesque. Et voilà, on dilue, on éparpille l'intérêt des supporters et de ceux qui suivent occasionnellement le rugby. N'oublions pas qu'il y a également les matchs de Pro D2 en France et de deuxième division dans les autres pays qui ont lieu en même temps. C'est-à-dire qu'on multiplie, on démultiplie encore le nombre de rencontres qui peuvent être potentiellement suivies sur un seul week-end. Et c'est gigantesque. C'est gigantesque. Du coup, voilà, les gens suivent mollement, voilà. Alors que bon, en football, on critique beaucoup les footeux, il n'y a que quelques clubs dans chaque pays qui jouent la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Du coup, même si vous n'êtes pas supporter habituel, vous allez regarder. Parce que de toute façon, votre équipe ne joue pas. Donc si vous voulez regarder du foot, vous allez regarder d'autres équipes comme le PSG par exemple, même si vous êtes d'une autre ville, vous allez regarder. Voilà, là ici, non, votre club joue, donc vous allez suivre un petit peu, mais bon, comme c'est pas le championnat, hein, pas grand chose à cirer. Je parle bien sur des clubs qui jouent la Challenge Cup. Voilà. Donc, pour tout ça, pour en venir à quoi? Notre position ici, en tout cas la mienne, c'est de supprimer la Challenge Cup. Carrément, purement et simplement. Des stades à moitié vides, des pelouses dégueulasses, des joueurs qui s'en foutent, des coachs qui s'en foutent, des présidents qui s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Donc arrêtons. Et cela peut contribuer, à notre avis, à renforcer la Champions Cup. L'ex H-Cup, la grande Coupe d'Europe, ça peut contribuer à la renforcer, à renforcer sa position dominante, à renforcer son audimat, son éclat, sa résonance dans le monde du rugby. Voilà, ça peut vraiment participer
à une meilleure lisibilité du rugby également. Comme je vous ai dit, en France, vous avez 3 compétitions qui sont jouées ce week-end. 3 compétitions. La Grande Coupe d'Europe, la Challenge Cup et la Pro D2. Sans parler des équipes de fédérales qui ont leurs propres enjeux sportifs à jouer également et dont certains sont télévisés. Eurosport, je crois que c'est encore le cas cette année, diffuse des matchs de Fédéral 1. Donc voilà, il y a un morcellement de l'audimat du rugby qui existe. Si on veut que le rugby ait plus d'impact et puisse évoluer et puisse avancer, il va bien falloir un jour se poser des vraies questions. On est pour la supprimer complètement. Débarrassons-nous de ça. De toute façon, on s'en fout. Vous-même qui regardez, peut-être que vous en foutez aussi. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je ne prétends pas non plus avoir toutes les solutions. Mais j'aimerais au moins que le débat soit ouvert, qu'on puisse en parler. Voilà, sans dire qu'il faut absolument la retrancher purement et simplement, mais au moins qu'on ait la liberté d'en parler. Ce serait déjà un plus, ce serait déjà pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne de Looking for Rugby.